Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur le plateau de La pensée et les hommes. Les sociétés fermées, comme l'armée, renouvellent leurs symboles et leurs rituels pour réaffirmer leur identité collective et préserver leur cohésion. Ces éléments parfois empreints de sacralité permettent de maintenir un équilibre fragile entre tradition et adaptation aux évolutions du monde extérieur. Cette réflexion s'inspire des idées développées par Céline Brillon, portée dans son livre « Sociologie des sociétés fermées » et illustre parfaitement notre thématique d'aujourd'hui. La mystique de la fraternité d'armes dans le milieu militaire, imprégnée de sacralité et de symboles, révèle une dualité où la beauté des vertus humaines peut côtoyer les dérives d'idéaux extrêmes et du silence. Nous explorerons cette dualité à travers la fraternité militaire, son rôle dans le développement du leadership et des compétences morales, et sa symbolique, tout en examinant l'évolution du lien entre la nation et la défense. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui le colonel breveté d'état-major Éric Kaladjic. Colonel des troupes de reconnaissance, il a commandé le 4e bataillon de chasseurs à cheval et est actuellement directeur du Centre d'études Sécurité et Défense de l'Institut royal supérieur de la défense belge, l'IRSD. Il a également dirigé la chaire de la politique mondiale à l'École royale militaire et a contribué à l'actualisation de la vision de la défense. Fort d'une carrière opérationnelle, Balkans, Afghanistan, Sahel, il est également auteur d'un mémoire écrit lors de la formation continue pour officiers sur l'éthique, valeurs et déontologie militaire. Notre deuxième invité, M. Sébastien Chonavet, doctorant à l'Université libre de Bruxelles, sous la direction de la professeure et académicienne Emmanuelle Damblon. Ses recherches portent sur l'analyse des discours catastrophistes écologiques à partir de la perspective rhétorique selon Perelman. Il est aussi l'auteur de 2 ouvrages, l'un consacré au complot et l'autre aux dystopies. Réserviste militaire et fondateur du projet EASBL 1000 Club, il explore également comment renforcer le lien symbolique entre la nation et la défense dans un cadre universitaire. Tout d'abord, une question d'introduction générale à tous les deux. Comment, dans vos travaux et expériences respectives, percevez-vous le lien entre la nation et la défense et comment ce lien peut-il être renforcé ? Bon, d'abord, peut-être une remarque préalable pour dire qu'avec Romain Gary, je vais préférer l'emploi du mot patrie à celui de nation, parce que pour moi, au-delà du fait de désigner l'endroit où il est né, il parle, il évoque aussi ce qui relève de l'endroit où on habite, de la communauté de destin que l'on crée et de l'amour qu'on a pour celle-ci. Ça, c'est en guise de remarque par rapport à ce que vous venez de souligner. Et puis, peut-être en termes juste d'observation, à la fois en tant que chercheur et citoyen, tout simplement. Une observation qu'on peut faire tous les jours autour de nous, c'est une espèce de méconnaissance qui existe entre le monde militaire et le monde civil en général. Une méconnaissance qui, je dois le dire, d'un point de vue de l'université et des hautes écoles, s'est traduite un peu par un sentiment de méfiance qu'il y a entre ces deux mondes. Et donc, pour moi, tout simplement, l'idée et ce qu'il y aurait à faire dans pareille situation, c'est d'essayer justement de recréer des ponts entre ces deux mondes. Et si on en a l'occasion, j'aimerais bien développer ce point aujourd'hui avec vous. Bien sûr, merci. On va revenir là-dessus. En ce qui me concerne, je ferai d'abord référence à différents moments de ma carrière militaire, puisque je l'ai commencé lors de la guerre froide, où le service militaire obligatoire était encore de rigueur, et donc où il y avait un lien avec la population directe, puisque les enfants mâles étaient susceptibles de faire soit leur service militaire, soit un service dans la coopération au développement au service de la société en général et du pays. J'ai connu la chute du mur et puis une professionnalisation. Je ne parlerai pas d'une armée de métier, mais bien d'une armée de profession, avec notamment ce que les Français appellent une espèce de
contrat à durée indéterminée qui se limite malgré tout à quelques années et qui n'envisage pas d'avoir des militaires ad vitam aeternam. Et un changement de paradigme, alors que l'armée était essentiellement tournée vers la défense du territoire et des populations, tournée vers l'Est essentiellement, et un danger venant du pacte de Varsovie. À la chute du mur, nous avons vécu une réorientation de l'armée au service de la sécurité, non seulement de l'Europe, mais aussi mondiale, avec la participation aux missions d'assistance de la paix, des missions humanitaires également, donc un changement de rôle, mais aussi une distanciation vis-à-vis de la population, et avec un retour maintenant, avec grosso modo 2008, avec les premières opérations des Russes en Géorgie, en Ossétie du Sud, notamment en Abkhazie, qui ont mené maintenant à de nouveau une attention vers la défense collective et donc avec des interrogations sur le fait de trouver d'autres modalités de service militaire, donc de service pour la population. Et ça marque évidemment des relations extérieures. Alors, en parlant des liens entre les forces armées et la population belge, je ne la qualifierai pas de nation parce que l'identité est problématique parfois, mais je pense qu'il y a une nécessité d'ouverture, une nécessité d'un narratif, d'expliquer, de montrer ce que les forces armées font au profit de la population. Et nous avons eu ces dernières années, 2016 par exemple, après les attentats dans le métro et l'aéroport de Zaventem, les militaires qui sont descendus dans la rue et donc une revalorisation aussi, du moins dans les premiers mois, de leur action, mais aussi on peut penser durant la période de Covid, où nous avons eu les militaires qui étaient en renfort des maisons de repos, des hôpitaux, de la population réellement, et qui offraient un service à cette population en ayant une certaine visibilité aussi. Très bien, merci beaucoup. On va passer à la notion de fraternité d'armes. En colonel, pour continuer avec vous, la fraternité militaire est souvent perçue comme une source de cohésion et de résilience. Quels sont, selon vous, les principaux avantages, surtout dans des situations opérationnelles exigeantes ? Eh bien, je pense qu'il faut se baser sur un triptyque. Un triptyque fondé sur la confiance, fondé sur le respect et la solidarité. Et ça, c'est vraiment au centre de ce qui fait l'esprit de corps, la fraternité d'armes. Et en opération, en particulier, ou dans des exercices assez durs, exigeants, dirons-nous, c'est essentiel d'avoir un groupe soudé où le groupe montre sa supériorité par rapport aux capacités d'un individu. Et donc, c'est ce que l'on recherche. Des forces armées, qu'on qualifie défense, mais en fait, le but est de gagner, d'arriver jusqu'à l'objectif imposé, et ce n'est possible que grâce au groupe et à la cohésion du groupe. Et donc, c'est fondé vraiment sur les 3 valeurs que j'ai mis en avant, la confiance, le respect, la solidarité, qui permettent une cohésion du groupe, qui permettent de pouvoir se projeter vers l'avant, de dépasser les peurs individuelles et de remplir des missions collectives au profit du pays, de la population, des gouvernants. Très bien, merci beaucoup. Alors, vous, M. Chenavet, en tant que doctorant et réserviste militaire, peut-être pourriez-vous nous dire
quelques mots sur les dérives possibles. Vous savez que la fraternité militaire peut aussi mener à la loyauté aveugle, l'exclusion, repli de soi. Et donc, en tant que chercheur en rhétorique, voyez-vous des échos de tensions ou dangers symboliques liés à la fraternité militaire dans les récits médiatiques actuels? Oui, tout à fait. Alors, c'est une question très intéressante et je me permets de rebondir sur ce que le colonel Kalajic vient de dire lorsqu'il parle évidemment de cette importance de créer une cohésion. Et la question que vous me posez soulève évidemment une question ancienne qui était déjà celle de Chaim Perelman, professeur à l'Université libre de Bruxelles. Il se demandait, mais au fond, quelle est cette différence entre les discours plutôt liés à la concorde, à l'unité, à la valeur de dépassement de soi et la différence qui existe avec ce qui peut relever de la propagande de guerre et des discours dits de manipulation. Et cette question, elle est ancienne, sauf que Perelman y répondait un peu de manière inverse, je dirais, avec la tendance qu'on observe aujourd'hui par rapport à ces discours. Naturellement, on aurait tendance, ou on aurait envie en tout cas, de tout de suite s'en méfier, d'absolument les éviter parce qu'ils ne sont pas tout à fait rationnels, ils n'entrent pas dans ce champ voilà, des discours plutôt reconnus et valorisés à notre époque. Et le pari de Perelman sur cette question, il était justement inverse en disant au contraire qu'il faut non seulement se saisir de ces discours, mais les enseigner, pouvoir en montrer et en pointer les raisons pour lesquels il suscite les effets qu'il suscite, et à travers ça, éviter un certain nombre de dérives, je l'ai dit par rapport à la propagande, mais également par rapport au fait de pouvoir, par exemple, romantiser la guerre, pour reprendre une expression d'une collègue et amie qui vient de publier une bande dessinée, Céline Peters, qui a publié Interlude très récemment. Et effectivement, elle pointe le fait que dans ces discours, il y a l'idée de ne pas romantiser et de ne pas mettre en valeur, si on veut, les valeurs guerrières pour elles-mêmes, ce qui amène à une forme de nihilisme, si on veut. Et d'un autre côté aussi, de faire clairement la distinction entre ces discours qui relèvent des discours d'éloge, de blâme, de concorde, et ce qui relève là de la propagande de guerre qui tourne sur ses propres valeurs et non les valeurs de paix ou de démocratie. Donc ça me paraît très important d'un point de vue et d'après mon regard de chercheur. Mon regard de citoyen, lui, il est plus axé sur les missions qui vont tourner institutionnellement autour de ce qu'on attribue à la défense. Et alors là, bien évidemment, il y a ces reproches qui ont pu être faits, sur l'emploi de ces discours et des missions de la défense au service soit des répressions sociales ou politiques dans l'histoire de la Belgique, au service d'une forme de colonialisme ou de missions un peu regardées avec beaucoup de critiques. Et je dirais que justement, il y a eu un bilan, il y a des réflexions qui ont été faites au sein de la défense sur cet emploi justement des valeurs et des discours, et qui aujourd'hui, je pense, gagnerait à être davantage connu, parce qu'il y a eu une vraie remise en question et un vrai travail de fond sur ces problématiques, et qui mériterait là à la fois d'être sorti du cadre juste de la défense, et puis pourquoi pas d'être aussi mise au service d'un emploi lié à par exemple, l'enseignement de la rhétorique. Très bien, merci pour ces nuances. Mon colonel, les œuvres comme les Centurions, la 317e section, utilisent des symboles puissants pour représenter la fraternité militaire. Comment ces œuvres reflètent-ils la réalité selon votre expérience vécue? D'abord, je voudrais faire une nuance. Je parlerai plutôt de fraternité d'armes plutôt que de fraternité militaire. Pourquoi? Parce qu'il y a une connotation dans militaire et sans attaque particulière, au contraire, vis-à-vis d'un fonctionnaire. Un soldat, en fait, reconnaît un autre soldat beaucoup plus que
d'un point de vue purement administratif, même si le terme militaire est correct. Donc, fraternité d'armes, si je prends Jean Lartégui, l'auteur des Centurions, je pense que d'abord, on voit qu'il est en phase avec les héros de son roman. Pourquoi ? Lartégui, de son vrai nom Jean Hosty, est un évadé de France qui a servi dans les commandos d'Afrique pendant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc du débarquement de Provence vers la reconquête de l'Europe et l'avancée jusqu'en Bavière. Et il s'est engagé comme capitaine, commandant d'une compagnie en Corée, où il a été grièvement blessé, ce qui, après, lui a permis de rebondir et de devenir à la fois un reporter au long cours et un journaliste qui a couvert la plupart des conflits. Alors, ces héros, il les place dans les guerres coloniales, l'Indochine et l'Algérie, et les Centurions parlent de cette fraternité d'armes née des combats dans la jungle, dans les rivières, dans les pitons et en particulier à Dien Bien Phu. Donc, période très intense de combats où les Vietnamiens du Nord avaient utilisé énormément d'artillerie. Donc, on retrouve des éléments particulièrement stressants où la fraternité d'armes permet de tenir face à l'adversité, à ces hordes de Vietnamiens qui sortent des trous littéralement et qui arrivent sur les positions des Français, là encore, permettent de résister au choc où un homme normal seul aurait tendance à se replier. Or là, l'unité tient et résiste, remplit sa mission. Et puis, à un moment donné, le réduit de Dien Bien Phu tombe et ces gens, les survivants, sont amenés dans des camps de rééducation, après une très longue marche qui a été évoquée, par exemple, dans des ouvrages comme Convoi 41. Encore là, on voit que sur tout le trajet vers ces camps, c'est la fraternité d'armes, c'est la cohésion du groupe, c'est le soutien mutuel, la solidarité née dans le combat qui leur permet de continuer à résister et de garder en mémoire une certaine idée de la France. Face à la propagande communiste, à ces camps de rééducation où on essaye de les diviser, ils sentent réellement la force de rester solidaires et de ne rien lâcher, avec la preuve que certains qui ont lâché se perdaient physiquement, mais se perdaient psychologiquement aussi et avaient perdu le soutien du groupe. Ces gens, une fois libérés, en fait, se retrouvent dans une France qui ne les comprend pas. Et une France qu'ils ne comprennent pas non plus. Et donc là, on voit que le groupe les aide à surmonter ce moment difficile. Et puis, il y a une autre aventure qui débute, où ils se persuadent qu'ils ne recommettront pas les mêmes erreurs, et c'est en Algérie, avec notamment le drame avec les Pieds Noirs. Ils sont confrontés à une guerre asymétrique, avec un ennemi déterminé, et là on voit au sein du groupe un dilemme qui se pose à un des leurs, officier d'origine algérienne, qui fait pleinement partie du groupe et qui choisit de combattre pour l'indépendance de son pays, et qui se retrouve donc l'adversaire de cette unité de parachutistes menée par le colonel Raspailly, qui est personnage qui est à l'image du fameux Marcel Bijard. Donc, on retrouve énormément de symboles, de rituels, où on voit que la solidarité, le respect mutuel, allant du plus haut gradé jusqu'aux soldats, mais donc dans les deux sens, fonctionne bien et permet
à l'unité d'être efficace. On voit aussi une dérive qui est la bataille d'Alger, où, à un moment donné, face à la mission qui leur a été donnée et face aussi à la pression de leur passé qui leur dit pas deux fois la même chose, certains vont transgresser les règles, le droit de la guerre, le droit humanitaire international, et vont se laisser aller à torturer des gens pour pouvoir avoir l'information qui leur permet d'arriver au résultat. Donc avec l'interrogation, faut-il en arriver à un moment donné dans ce groupe qui cherche, qui est soudé derrière un objectif, à quitter sa qualité d'homme, ce qui fait la différence entre quelqu'un de civilisé et donc qui ne respecte pas ces règles qui permettent d'humaniser les conflits. Donc, récit très, très riche. La 317e section est aussi un récit très intéressant, puisqu'on a une section chez les Français, c'est un peloton chez nous, donc une trentaine d'hommes, qui se retrouvent dans la jungle. À un moment donné, on est dans des situations qui évoquent la route coloniale numéro 4, avec une des routes mythiques autour desquelles il y a eu beaucoup de combats pour les Français et les troupes supplétives vietnamiennes. On voit un jeune officier qui fait l'apprentissage du leadership sous la houlette d'un sous-officier beaucoup plus ancien. Et l'intéressant est que c'était un Alsacien, un des malgré nous, qui s'est battu sur le front de l'Est, où la notion dans l'armée allemande, dans la Wehrmacht, mais aussi dans les Waffen-SS, était l'accent mis sur le Kameradschaft, ce sentiment qui unit les soldats du front et qui en font un groupe à part, mais qui permettent de pouvoir résister dans des conditions exigeantes, difficiles. Et donc ce sous-officier expérimenté, qui est retourné dans sa patrie, la France, lui sert de mentor et de régulateur aussi pour arriver à garder la cohésion du groupe avec des jeunes soldats qui ont peur. Et justement, cette fraternité d'armes où tout le monde est face à une égalité, face aux obus de mortier qui tombent, face aux tirs qu'ils subissent, en fait, que l'on soit gradé ou que l'on soit le simple soldat, chacun est confronté au même danger et partage les difficultés du moment. Le partage autour d'une gourde est très symbolique, où le chef se sert le dernier. Et ce sont des symboles, un certain nombre d'actions qui sont données et que l'on peut retrouver éparpillées sur le livre, pour n'en donner que quelques exemples. Très bien, merci beaucoup. Nous allons essayer de mettre tout cela en perspective. Nous allons revenir au présent. Monsieur Chenavet, vous développez le projet 1000 Club. Comment, à travers vos recherches et du coup le projet 1000 Club, contribuez-vous à rapprocher le monde civil et le monde militaire pour mieux comprendre justement les enjeux symboliques et éthiques du lien nation-défense, et comment mettez-vous en perspective la fraternité d'armes par rapport en fait à ce lien? D'abord, il y a, je dirais, mes lunettes de chercheur qui s'expriment et qui effectivement voient que ce type de discours, ce type d'expériences sont effectivement valorisées de nos jours. En tout cas, c'est ce qu'on voit à travers les réseaux sociaux, les influenceurs. On voit que les citoyens, quelque part, s'emparent de ces discours et de ces problématiques, éventuellement pour s'investir eux-mêmes ou alors pour les réinvestir dans d'autres emplois. Et je dirais aussi, par rapport aux difficultés qu'ils suscitent, particulièrement dans la période qu'on connaît aujourd'hui, pour plusieurs raisons. D'abord parce que ce sont des discours qui
qui d'abord arrive dans un contexte où globalement un sentiment de peur transpire un peu de l'actualité, des discours qui sont prononcés aujourd'hui, et que pourtant il faut pouvoir passer à l'action pour éventuellement améliorer les choses. Donc d'un point de vue rhétorique, ça c'est tout à fait intéressant. Le deuxième élément, c'est peut-être cette difficulté qu'on a dans une époque contemporaine à valoriser une forme d'héroïsme, alors que par ailleurs on est empreint au contraire plutôt de la valorisation soit de la figure de la victime, soit de la figure simplement du juste, qui a agi d'une certaine manière pendant la Seconde Guerre mondiale et puis encore par après. Et puis enfin, dernièrement, toujours par rapport à ces questions qui intéressent le chercheur, c'est tout simplement comment est-ce que des figures très anciennes s'investissent dans ces discours-là et se mêlent à des figures très contemporaines et très modernes. Je prends un exemple qui me vient en tête et qui m'intéresse particulièrement dans mes recherches. C'est l'emploi et la convocation de la figure du prophète ou de la figure du guide, c'est-à-dire de cette figure qui voit dans le chaos, dans le brouillard de guerre, ce qu'il y a à dire et ce qu'il y a à faire, et qui est mêlée aujourd'hui avec la casquette du scientifique, du sachant, et qu'on peut retrouver par exemple dans des fictions comme Dune avec Paul Atreides. Et donc ce mélange tout à fait passionnant et tout à fait contemporain, pour moi, reflète les questions qui touchent et les thématiques qui touchent à ce qu'on appelle aujourd'hui la postmodernité ou l'hypermodernité. Très bien. On va devoir bientôt conclure l'émission. J'aimerais vous demander, en une phrase, d'écrire l'évolution de la mystique de la fraternité militaire dans un monde en mutation. Colonel. Je pense que la fraternité militaire est un élément clé de l'esprit de corps, mais dans l'époque que nous vivons, avec la génération Y et Z, il est indispensable d'avoir une ouverture vers la société, c'est-à-dire pouvoir expliquer le pourquoi, le comment, et d'avoir surtout un certain nombre de lignes rouges pour pouvoir mener mission, tâches, entraînement, et donc dès la formation, cette notion de fraternité d'armes doit se trouver au centre. Très bien, merci. Monsieur Genavet. Pour ma part, je dirais que cette transformation doit continuer à s'opérer, avec en tête et au cœur cette idée que servir, c'est protéger ce qui fait l'humanité digne et décente. Et c'est par ailleurs ce qu'on essaye d'incarner à travers le projet Mini-Club que vous avez eu la gentillesse de mentionner, dans lequel on essaye, que l'on soit civil, réserviste ou militaire, de discuter directement sur les campus à travers divers événements mêlant étudiants, chercheurs, académiques, les thématiques de défense et de sécurité. Et c'était encore le cas pas plus tard qu'il y a une semaine à l'UCL, avec une conférence sur l'utilité de la défense en 2024, où il y avait justement deux experts militaires qui dialoguaient avec deux experts civils, et j'espère que c'est ce qui constituera le fil rouge de notre entretien aujourd'hui. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous clôturons ici notre émission. Nous avons parlé aujourd'hui de la fraternité militaire, de la symbolique, du lien nation-défense. Je remercie les interlocuteurs également d'avoir été présents. Merci pour l'agréable et riche discussion. Nous nous retrouverons, j'espère, pour de nouvelles émissions. Merci beaucoup.